Bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal sur TV78. Voici tout de suite les titres de l'actualité locale de ce 25 septembre. Une situation politique inédite à Villepreux à quelques mois du scrutin municipal. La majorité se déchire lors du conseil qui se déroulait hier soir. 6 nouveaux élus quittent leur poste d'adjoint. Le maire entend expédier les affaires courantes. Il annonce qu'il ne se représentera pas en 2020. À Plaisir, le calme est revenu dans le quartier du Valibou après des affrontements avec la police durant les dernières nuits. Le projet de réhabilitation peut se poursuivre avec notamment l'implication des habitants pour la réalisation de fresques monumentales. Et puis il sera aussi question de la lutte contre la mucoviscidose avec une nouvelle édition de la Virade de l'Espoir ce week-end. Le docteur Pierre Foucault, président de Vaincre la mucoviscidose, est l'invité de cette édition. Les travaux de rénovation se poursuivent donc dans le quartier du Valibou à Plaisir. Des améliorations thermiques sont en cours, mais ce sont surtout des fresques monumentales qui attirent les regards. Depuis 2017, les habitants sont invités à participer à la réalisation. Cette fresque, au total, la dernière est en cours d'élaboration. Elle fera plus de 110 mètres carrés et elle doit surtout fédérer autour d'un patrimoine commun. Dernière retouche de cette fresque monumentale sur l'histoire du quartier au Valibou à Plaisir. Depuis 2016, la société Cité Création est missionnée par la ville et les résidences Yvelines Essonne pour embellir les façades. Alors la particularité ici, c'est qu'il y a deux dynamiques. Il y a une dynamique culturelle. On a travaillé avec plus de 50 cultures différentes. Donc c'est très riche, mais c'est rare d'avoir une telle diversité. Donc il nous a été très cher sur toutes les œuvres créées, sur tous les 7 fresques, d'évoquer cette diversité. Et ensuite, également, c'est l'approche de rénovation urbaine de la ville de Plaisir. C'est-à-dire que le quartier du Valibou, mais également la ville de Plaisir, est dans une recomposition urbaine globale. Et que donc, ces fresques ont aussi vocation à travailler sur une attractivité, une ouverture qui va complètement recomposer la ville dans la décennie qui vient. Cette 6e fresque sera terminée dans quelques jours, avant le démarrage d'un 7e et dernier chantier ici, fin octobre, début novembre. Mais avant de monter le moindre échafaudage, l'entreprise réalise une concertation avec les habitants. L'objectif, que les fresques représentent la vie du quartier et les désirs de ses résidents. Mardi 24 septembre, il dévoilait aux élèves du collège Blaise Pascal la maquette de la dernière fresque sur le thème des saveurs, thème choisi par les collégiens. Elle est bien. Franchement, il y a plusieurs fruits, un peu qui sont du Valibou. Par exemple, moi, ma grand-mère, elle y habite là-bas. Et j'ai vu le bissap, c'est ce qui tout le temps ils boivent là-bas. Donc, moi, j'aime bien. C'est bien de représenter ces valeurs des saveurs. Et que les autres fresques aussi sont bien. Je trouve que ça va apporter peut-être... il y aura plus de gens qui vont venir voir. Des fresques pour ouvrir le quartier sur l'extérieur, des visites ont d'ailleurs déjà été organisées lors de ces dernières journées européennes du patrimoine. 12 camions de collecte des ordures ménagères offerts à des collectivités africaines, principalement au Sénégal, un don de la société Sépur qui transitera par le département des Yvelines dans le cadre de son action internationale. Le département se chargera de sélectionner les villes et prendra à sa charge l'acheminement du matériel. La société Sépur, dont le siège se trouve à Tiverval-Grignon, qui se charge de la collecte des ordures ménagères, va se charger de la formation des agents à l'étranger, mais aussi du suivi du bon usage sur place. La signature a eu lieu hier, vous le voyez, entre les différents partenaires. Le déchet est au Sénégal un immense problème parce qu'ils sont atteints par le virus de la consommation comme nous. Mais dans ce virus de la consommation, les plastiques, les cartons ne sont pas traités. Et donc, il y a des décharges à ciel ouvert, improvisées. Donc, c'est naturellement à la fois inesthétique, dangereux. Et il fallait agir. C'est une question d'environnement. Et je pense que l'environnement mérite d'être maîtrisé, mérite d'être assaini. Et c'est ça qui est important parce que c'est cela qui permet de mettre les gens dans des situations de santé appropriées. Économie avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui vient d'organiser hier son forum sur la création et la reprise d'entreprises. C'était à Guyancourt dans les locaux du Ski Cube. À l'occasion de revenir sur les enjeux de ce secteur, écoutez cet entretien réalisé avec Othman Nasrou, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, en charge du développement économique. Entretien mené par Nicolas Dandry. Ce mardi 24 septembre se tenait le Forum de la création d'entreprises, un événement co-organisé par Saint-Quentin en Yvelines et la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Nous sommes avec Othman Nasrou. Bonsoir. Bonsoir.
vice-président en charge du développement économique sur Saint-Quentin en Yvelines. Alors déjà, première question sur la création d'entreprises. En quoi c'est une thématique stratégique pour Saint-Quentin en Yvelines? On est sur un territoire à Saint-Quentin en Yvelines qui est particulièrement dynamique, qui est un des poumons économiques de l'Île-de-France. Et il est important naturellement qu'on accompagne tous les créateurs pour créer les emplois de demain. C'est d'abord souvent des emplois pour ceux qui créent leur entreprise, qui décident entre guillemets de se mettre à leur compte, et puis ça permet de créer aussi de nouveaux emplois. Je vous donne un seul chiffre, parmi les entreprises que nous accompagnons ici à Saint-Quentin en Yvelines, 80% d'entre elles créent au bout de 2 ans plus de 2 emplois. Donc c'est vraiment la thématique de l'emploi, la bataille de l'emploi qui justifie qu'on ait aujourd'hui ce bel événement à Saint-Quentin en Yvelines, et puis surtout toute cette stratégie à la fois régionale et saint-quentinoise pour la création d'entreprises. C'est complémentaire à l'attractivité d'autres entreprises pour qu'elles viennent s'installer sur le territoire finalement. Bien sûr, on a des grands comptes ici à Saint-Quentin en Yvelines qui ont besoin de sous-traitants, qui ont besoin d'un tissu de PME, de TPE dynamique. On a des thématiques, des filières entières. Je pense par exemple à la cybersécurité sur lesquelles on arrive à faire travailler ensemble aujourd'hui. Des grands comptes comme Airbus, des entreprises de plus petite taille qui sont installées dans notre incubateur, le SkiCube, et puis des opérateurs de travaux publics sur tout ce qui touche par exemple à l'éclairage. On a fait une expérimentation là-dessus, donc on a besoin de créateurs, d'entrepreneurs, de repreneurs, en même temps qu'on a besoin des grands comptes qui sont déjà installés à Saint-Quentin en Yvelines et qu'on espère bien garder. Je le disais, vous avez organisé le premier forum de la création d'entreprises sur Saint-Quentin en Yvelines. Je crée ma boîte. Un premier bilan de cet événement. Écoutez, je crois que c'est un grand succès. On avait plus de 450 inscrits. On a une vingtaine de conférences et d'ateliers différents. On remercie d'ailleurs nos partenaires et je pense notamment à la Chambre de commerce et d'industrie qui est à nos côtés dans ce bel événement. Et je le disais, ça permet de renforcer et d'être en appui aux créateurs d'entreprises. On a accompagné ces 3 dernières années plus de 1000 créateurs d'entreprises à Saint-Quentin en Yvelines. C'est colossal et cet événement, il participe à la fois de la prise de conscience que l'entrepreneuriat est un sujet majeur qui se développe, qui s'est beaucoup développé ces dernières années et qui va être probablement encore en plein développement dans les années à venir, et que Saint-Quentin en Yvelines fournit un écosystème favorable à la création d'entreprises. Et puis on le voit bien aujourd'hui avec ce forum, par les intervenants, les ateliers et les 30 exposants qui sont à nos côtés aujourd'hui pour accueillir tous les créateurs qui ont un projet d'entreprise. Concrètement, comment vous accompagnez ces créateurs d'entreprises, ces porteurs de projets ? Alors il y a plusieurs outils. On a d'abord un incubateur, le SkiCube, qui correspond à un investissement fort de l'agglomération pour accueillir les projets les plus innovants. On a une pépinière d'entreprise, Promopol, qui vient aussi fournir un ensemble de services, de bureaux et de services mutualisés à moindre coût pour les entreprises. On a l'accompagnement qui est fourni, encore une fois, par les services de l'agglomération. On le voit aujourd'hui avec ce forum, avec la vingtaine de conférences et d'ateliers, mais on le voit tout au long de l'année. On a organisé 95 événements différents ces 3 dernières années sur cette thématique de la création d'entreprises. Donc il y a un écosystème qui est favorable. Je pense aussi à des événements comme le Ski Business Day qui permet à plus de 600 entreprises de se rencontrer pour des rendez-vous d'affaires. Là aussi, c'est un rendez-vous qui est plébiscité. Qui aura lieu en novembre prochain. Tout à fait, qui aura donc bientôt lieu. Et bien vous voyez qu'on a ainsi toutes les briques, toutes les composantes, et bien pour avoir un des environnements les plus dynamiques pour la création d'entreprises, les plus favorables aux créateurs d'entreprises, probablement de toute la région Île-de-France. Vous êtes aussi acteur dans le financement des entreprises, parce que la création d'entreprises, c'est forcément synonyme de financement et d'avoir des fonds accessibles pour lancer son projet. Bien sûr, l'accompagnement sur le fond des sujets, sur les thématiques par exemple de ressources humaines, et on a aussi une plateforme RH là-dessus, sont des sujets importants, mais le nerf de la guerre c'est évidemment le financement, et là-dessus on a notre fonds Initiative Saint-Quentin qui est très performant, qui accompagne beaucoup de créateurs d'entreprises. C'est 1 million d'euros de prêts qui sont débloqués par ce fonds pour accompagner une 50aine de projets, donc c'est absolument considérable, et je le dis d'ailleurs pour que tout le monde soit bien au courant, s'il y a des créateurs ou des repreneurs d'entreprises qui souhaitent être accompagnés financièrement, et bien il y a ces prêts d'honneur qui viennent compléter et servir aussi de levier au financement bancaire pour rendre ces projets de création d'entreprise les plus tangibles possibles et leur permettre aussi de connaître un vrai succès. Vous l'avez dit tout à l'heure, la création d'entreprise emmène des créations d'emplois, mais parfois aussi c'est les créateurs d'entreprises qui se créent eux-mêmes leur emploi parce que parfois ils sont demandeurs d'emploi. Bien sûr, on a ici à Saint-Quentin-en-Yvelines un des taux de chômage les plus bas d'Île-de-France, on est à peu près 8,5%. Néanmoins, il reste une partie de la population saint-quentinoise qui aimerait créer sa propre entreprise ou qui est exclue du marché du travail. Et c'est en plus de l'offre de formation que nous débloquons, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce qu'on appelle le campus du numérique avec 300 places de formation qualifiantes dans les métiers du numérique qui sont en tension, mais ça permet aussi à des gens de découvrir des métiers dans lesquels il y a des possibilités de créer son entreprise, et c'est particulièrement le cas dans la filière numérique, et ça aussi c'est quelque chose dont on est très fiers ici à Saint-Quentin, de permettre à ceux qui le souhaitent de créer leur propre activité.
Pour conclure, un chiffre, ce sont les données de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France. 18 000 entreprises créées ces 12 derniers mois dans les Yvelines. Un commentaire sur ce chiffre, c'est un record. C'est un record, c'est une tendance d'ailleurs qui n'est pas propre aux Yvelines, mais on est sur une forte création d'entreprises ces dernières années, en particulier dans les Yvelines et à Saint-Quentin, puisqu'encore une fois, on a une région, un territoire particulièrement dynamique, mais ça montre aussi qu'on est en train de changer aussi d'époque et qu'il y a une volonté de beaucoup de gens sur des parcours plutôt d'indépendants, de freelance ou de créateurs d'entreprises. Ça prend des facettes très différentes. Eh bien, je crois que le rôle d'une collectivité, et c'est ce qu'on fait à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est d'accompagner ce mouvement parce que c'est comme ça qu'on préparera aussi les emplois de demain. Merci Othman Nasrou. Merci à vous. Vice-président en charge du développement économique à Saint-Quentin-en-Yvelines. L'actualité majeure de ce 25 septembre, elle est politique avec une situation difficile au sein de l'équipe municipale de Villepreux. Depuis son retour aux affaires, Stéphane Mirobeau en retrait depuis cet été, notamment en raison d'affaires judiciaires. Eh bien, depuis son retour, les démissions se multiplient. Hier soir, lors du conseil municipal, la totalité des adjoints a ainsi remis leur délégation. Marilène Yapichino était sur place. Les Villepreusiens étaient nombreux au conseil municipal de leur commune pour connaître enfin le dénouement de ce que certains anciens élus de la majorité qualifient de séisme. Avec le retour du maire à la rentrée malgré les affaires judiciaires, la majorité a explosé. Ce mardi 24 septembre, il fallait rétablir la situation pour un maire qui a déjà annoncé ne pas se représenter aux élections municipales prochaines. Il faut bien avoir en tête que si je démissionnais aujourd'hui, le conseil municipal est dissous, on revote et dans 4 mois, on revote. Je ne pense pas que ce soit le mieux pour la ville. Je vais liquider les affaires courantes et il y a des gros projets qui sont encore là. Il faut qu'on pense à eux. Un maire qui assume l'intérim entre deux groupes formés durant ce conseil municipal, l'un initié par Sylvie Sevin-Montel, ancienne deuxième adjointe, et le groupe Villepreux d'abord avec Laurent Blancard, ancien adjoint à l'activité économique. C'est un énorme gâchis, ça ne m'empêche pas de penser que tout ça n'aurait jamais dû exister. On était prêt avec une liste complète pour 2020, tout était d'équerre, tout était nickel, et on en arrive là, je suis vraiment consternée par ce qui se passe. Mais en tout cas, ce soir, je suis soulagée. Je vais pouvoir passer à autre chose et parler de demain et pas d'avant-hier, hier et de cet été. La liste a explosé en vol. C'est ce qui arrive souvent, hein. On le sait, dans beaucoup de communes, l'explosion vient de l'intérieur. Maintenant, chacun va suivre son chemin et on verra bien ce que ça va donner, que le meilleur gagne pour 2020. En attendant les prochaines élections municipales, Claude Bertin s'est proposé volontaire au poste de premier adjoint au maire. Élu avec 20 bulletins pour un nul et un blanc, il permet à la commune d'éviter la mise sous tutelle de la préfecture redoutée par l'opposition. On avait peur d'une mise sous tutelle, hein, s'il n'y avait pas d'adjoint et c'est jamais bon en fin d'exercice. Donc voilà, on va continuer notre rôle d'opposant. Maintenant il y a plusieurs groupes, donc voilà. Donc on va voir comment ça se passe. Un conseil municipal qui lance les prochaines élections avec déjà potentiellement 3 listes qui se dégagent. Je reçois à présent le docteur Pierre Foucault. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le président de Vaincre la mucoviscidose, maladie rare et génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Dans quelques jours, le dimanche 29 septembre, se tiendront les Virades de l'Espoir. C'est un événement national qui permet de récolter des fonds, de sensibiliser aussi, bien évidemment, à la maladie. Forcément, on parle d'une sensibilisation, de faire avancer la recherche. Aujourd'hui, elle en est où la recherche, justement ? Eh bien, la recherche avance. Et même avance à pas rapide. Ça a du sens de présenter les choses comme ça parce que les Virades, en 2019, elles coïncident avec le 30e anniversaire de la découverte du gène, qui a été une étape décisive pour recentrer les efforts de recherche. Et lorsque l'on dit que la recherche avance, ça a une traduction concrète. L'espérance de vie commence à progresser. Et en particulier, le nombre de patients adultes est aujourd'hui plus important que le nombre d'enfants, ce qui n'était pas imaginable il y a encore une dizaine d'années. Et l'on voit émerger de nouvelles générations de médicaments, des thérapeutiques innovantes, qui relèvent de ce que l'on appelle la médecine personnalisée, c'est-à-dire que ce ne sont pas pour tous les enfants atteints de mucoviscidose, c'est pour une majorité d'entre eux, pour certaines classes de défauts génétiques, de mutations. Oui, parce qu'en France, 2 millions de personnes sont porteuses saines du gène. Tous les 3 jours, un enfant naît atteint de la mucoviscidose. La difficulté, c'est que la maladie ne touche pas tout le monde de la même manière, en fait. C'est ça. Voilà.
Étant donné qu'il y a, comme je vous le disais, une grande diversité de défauts génétiques, il y a aussi diverses expressions de la maladie. Néanmoins, c'est vraiment l'atteinte pulmonaire qui fait toute la sévérité, au point que la seule chance de survie aujourd'hui, quand on a 25 ans ou 30 ans, c'est la greffe pulmonaire. Et il y a plus de 900 patients atteints de mucoviscidose aujourd'hui en France qui vivent et qui respirent grâce aux poumons d'un autre. Comment se définit un petit peu la maladie en termes de symptômes déjà? Est-ce qu'il peut alerter? Est-ce qu'on le détecte très tôt aussi? Ou est-ce que ça peut se déclarer un petit peu plus tard pour les parents aussi et qui pourraient se poser des questions? Depuis 15 ans, l'histoire naturelle de la maladie a changé puisque toutes les maternités de France dépistent la maladie depuis les premiers jours de la naissance. Et ça a été l'un des éléments forts des progrès réalisés. Donc on peut traiter au plus tôt maintenant, dès les premières semaines de vie. Il n'en reste pas moins que c'est une maladie sournoise, une maladie impitoyable, une maladie qu'on ne guérit toujours pas et qui fait qu'on peut comparer la vie à une course contre la montre, en tout cas un combat où chaque anniversaire est une petite victoire. Vivre au quotidien, ça se traduit comment pour les personnes qui sont malades justement? C'est une maladie pénible par les symptômes, essentiellement respiratoires et digestifs, par les complications, mais c'est une maladie pénible par les contraintes de soins. Il y a une vingtaine de médicaments à prendre tout au long de la journée, il y a des aérosols, il y a des séances de kinésithérapie respiratoire 365 jours par an, il y a des hospitalisations, il y a aussi parfois des coups de déprime. Donc on peut dire qu'à double titre, la mucoviscidose est une maladie pénible. Donc avoir une scolarité normale pour un enfant, c'est compliqué par exemple? C'est compliqué, mais ils sont impressionnants, ce sont des petits combattants. Ils arrivent à concilier leurs projets de vie et leurs contraintes de soins, à s'engager dans des projets professionnels. Et maintenant, c'est une nouvelle aventure qui débute, des projets d'enfants, puisque malheureusement la maladie impacte aussi sur les organes de la reproduction, mais il y a de plus en plus de pères et de mères atteints de mucoviscidose. L'objectif, pour en revenir à la recherche aujourd'hui, c'est de guérir dans un premier temps aussi, mais c'est d'éradiquer et même d'empêcher l'apparition de la maladie. Ce serait possible? Empêcher l'apparition de la maladie, non, mais tous les efforts portent pour en réduire l'impact sur l'espérance de vie, bien entendu. J'évoquais tout à l'heure donc ces fameuses virades de l'espoir. Depuis 1985, plus de 110 millions d'euros ont été récoltés. À quoi a servi tout cet argent justement? Améliorer le quotidien aussi, pas uniquement la recherche? Alors, cet argent a boosté la recherche, indiscutablement. Vaincre la mucoviscidose est le premier opérateur privé en matière de recherche sur la mucoviscidose. Ça permet de faire un soutien individualisé aux patients et de soutenir les centres spécialisés. Ils sont au nombre de 47 sur le territoire national. Il y en a un dans les Yvelines d'ailleurs. Ce sont des centres labellisés par le ministère, mais nous sommes pris, nous, associations, un peu à notre propre piège, puisque le nombre de patients adultes a doublé au cours des 10 dernières années, mais les financements n'ont pas bougé. Donc les équipes spécialisées sont de plus en plus sous tension, débordées, avec les difficultés à répondre aux besoins nombreux de ces patients. Et donc nous lançons un plaidoyer pour renforcer, et les virades vont être l'occasion de le relayer, renforcer les financements des équipes spécialisées. Alors déjà, mobilisez-vous, participez à ces virades. L'objectif est simple, c'est de partager un petit peu de votre souffle. Voilà, ce sont principalement toutes ces épreuves sportives. On en voit quelques images des éditions précédentes. Dans les Yvelines, on peut mentionner les événements qui vont se dérouler en Vallée de Chevreuse, à Saint-Rémy, à Chevreuse même aussi. Et puis, il y a aussi des événements prévus à Saint-Germain-en-Laye. Ce sera d'ailleurs le 20e anniversaire pour Saint-Germain-en-Laye de cette mobilisation. Vous serez sur le terrain? Bien sûr. Vous serez mobilisés. On parlait de cette mobilisation, cette générosité de la population. Il y a aussi un appel qui est lancé, je voudrais insister un petit peu plus dessus, à l'État et au gouvernement. Il y a une pétition qui a été lancée pour dénoncer le fait que les moyens actuels ne permettent pas une prise en charge médicale adaptée aux besoins des patients. Il manque aujourd'hui 50% des professionnels de santé pour soigner les patients atteints. L'État s'est engagé, il y a un an, à respecter les standards de soins européens qui définissent, en fonction du nombre de patients suivis, les professionnels qui vont devoir prendre en charge ces patients. Et le calcul est
indiscutable. Effectivement, il y a un déficit, ce que les patients savent aujourd'hui, de paramédicaux, en particulier des infirmiers de coordination, des kinésithérapeutes, des diététiciens, des assistantes sociales. L'association finance une partie de ces postes qui relèvent du droit commun et de la fonction publique hospitalière. Nous souhaiterions que l'État prenne le relais, bien sûr, et que nous puissions investir plus lourdement dans les travaux de recherche. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des médicaments nouveaux qui apparaissent, de nouvelles pistes, et il faut pouvoir les financer à hauteur de l'espoir que portent les patients. Les virades de l'espoir, ce sera donc dimanche, ça commence même samedi dans certaines communes. Merci Dr Pierre Foucault d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le président de Vaincre la mucoviscidose. Merci encore à vous. Il y a un site internet pour toutes les dates, tous les renseignements, vaincrelamuco.org. Merci à vous. Et comme chaque mercredi, nous faisons maintenant un tour dans les salles de cinéma avec les coups de cœur des programmateurs locaux. Aujourd'hui, direction le Grenier à Sel à Trappes. Au cinéma Le Grenier à Sel, nous avons eu un énorme coup de cœur pour le film Papicha de Mounia Medour. C'est un film qui a eu pas mal de récompenses, notamment pour la réalisatrice et l'actrice principale. Donc Mounia Medour, la réalisatrice, et Lina Koudry, l'actrice principale. Nous sommes à Alger dans les années 90, donc les années sombres en Algérie. Et le personnage joué par Lina Koudry, elle s'appelle Nejma, elle a 18 ans, elle est étudiante et elle veut devenir styliste. Elle crée elle-même ses propres robes, ses propres vêtements dans le cadre de la cité universitaire où elle est. Et c'est la période effectivement où l'extrémiste prend de l'ampleur et elle décide de ne rien lâcher. On suit cette aventure qui est un petit peu autobiographique puisque la réalisatrice a été elle-même étudiante à Alger dans les années 90. On profite aussi de toute la richesse d'Alger, le langage, le franc-arabe. Et je vous conseille vraiment de venir le voir. Nous l'avons donc en avant-première le vendredi 4 octobre à 20h45. Et notre deuxième coup de cœur, c'est Shaun, la ferme contre-attaque. Donc les studios Hardman nous régalent d'un film de science-fiction avec ses personnages en pâte à modeler. Nous l'avons donc en avant-première dans le cadre de la journée européenne du cinéma d'art et essai. Ce sera le dimanche 13 octobre à 15h. Culture, avec cette initiative des archives départementales, devenez le chef d'un réseau de la résistance, déstabiliser les forces de l'occupation après la Grande Guerre. Les archives départementales des Yvelines s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale et des actes de résistance qui ont eu lieu dans le département, principalement en Seine-et-Oise aussi par le passé. Un jeu disponible en prêt gratuit, 3 semaines, un jeu de plateau qui s'adresse à un public scolaire dès 12 ans, puis au plus curieux bien sûr. On a pensé à ce qui était exploitable dans les programmes scolaires, puisqu'il faut que le jeu soit aussi utilisable en classe. Donc voilà, c'était une thématique qui était abordée. Et puis par ailleurs, c'est un choix de service. On souhaitait mettre en valeur les actes résistants sur le territoire, les dangers encourus. C'est absolument réel. Donc on a transposé les documents d'archives dans les éléments du jeu, dans des cartes. Donc les événements qui sont racontés sont bien des éléments réels. Et pour refermer ce journal, nous allons à présent à Coignères. Le week-end dernier se déroulait la première édition du Crossroads. Ce sont des parcours de course, de marche nordique de 10 à 20 km sur sentier et sur route pour un total de 180 participants. Mathilde Demy. Après les dernières consignes, tout le monde se prépare pour le départ. Étirement, petite foulée avant de commencer les kilomètres de la course. Au-delà de la performance pour les coureurs, c'est avant tout une course où il faut prendre du plaisir. C'est pour me faire plaisir, j'habite dans le coin, je cours, donc là c'est l'occasion de courir mais pas toute seule, de faire mon entraînement à plusieurs, c'est quand même plus sympa. Puis on découvre des nouveaux chemins, c'est toujours intéressant. Je prépare le marathon d'Amsterdam et il fallait que je m'entraîne avant et c'était dans mon entraînement, c'est ma sortie longue, donc de 20 km. Pour cette course dans les rues de Coignères, tout a été pensé pour procurer aux coureurs des sensations différentes pendant le trajet. La première course de 10 km, c'est juste sur la route, donc un maximum de bitume pour que ça soit très roulant et que les coureurs aillent essayer de faire leur record sur le 10 km. Après, c'est un 10 trail, donc 150 mètres de dénivelé, donc pas trop dur, mais c'est dans la forêt de Dassault. Et voilà, donc il y en a qui peuvent l'enchaîner ou alors faire les deux séparément. À la fin des 10 premiers kilomètres, c'est Milou Dobé et Pierre-Étienne Charbonnel qui sont arrivés en tête de course avec un chronomètre de 34 et 37 minutes respectivement. Chacun a adopté une stratégie pour avoir le meilleur rythme pour les courses de la journée. Je préfère être ralenté dans ma course, comme ça je peux faire la deuxième. Sinon,
sinon ça sera un peu difficile. Je suis crevé, je suis à plat. Et voilà, je m'y attendais, je suis pas trop en forme. Normalement, je vais un peu plus vite. Mais je pouvais pas aller plus vite aujourd'hui en tout cas. Une course conviviale et familiale organisée pour la première fois par le Cap Coignères qui prévoit une deuxième édition l'année prochaine. C'est la fin de cette édition du journal. Tout de suite, le 7-8 débat avec Grégory Canalet et ses invités. Il sera question des pesticides. Quel danger pour la santé? Des agriculteurs, des élus viendront témoigner, échanger et débattre, bien sûr, sur ce plateau. Le journal revient demain, 18h en direct. Très belle soirée sur notre antenne.